Oui, parfait, très bien. Eh bien, écoutez, merci à toutes et tous d'avoir pris un moment pour suivre avec nous ce webinaire consacré à la visite annuelle en établissement de santé. Donc, c'est un exercice un peu particulier qu'on vous propose cette année, qui tire des conclusions aussi. Qu'on a fait un petit retour d'expérience sur les précédentes VAES et ça nous a paru plus efficace et intéressant de vous proposer un moment collectif afin de développer les points à l'ordre du jour de ce webinaire et puis ensuite d'avoir des moments avec vous dans chacun de vos établissements pour approfondir les sujets particuliers à votre organisation et reprendre de manière plus précise certaines spécificités des thèmes qui auront été abordés. Donc, vous le savez, la VAES, c'est une nouvelle formule qui maintenant a quelques années de contact entre l'assurance maladie et les établissements. Bien évidemment, nous sommes en contact toute l'année, mais il est intéressant d'avoir un moment plus focalisé sur l'année dans lesquels on peut partager les sujets essentiellement de gestion du risque mais également d'actualité par rapport au territoire ou par rapport à la situation de vos établissements, et de pouvoir partager ensemble ces préoccupations mutuelles, et puis de voir du coup ce qu'on peut réaliser en termes d'actions concrètes dans l'année sur ces sujets, que ce soit en accompagnement, en action de votre côté ou en interaction aussi avec d'autres acteurs du territoire comme les CPTS qui deviennent aussi des acteurs importants de l'écosystème de santé au niveau local. Donc là, on est effectivement une petite équipe pour vous présenter de manière dynamique et je l'espère intéressante pour vous les différents sujets que l'on a souhaité mettre à l'ordre du jour cette année de nos échanges. Donc vous verrez qu'on a des sujets qui reviennent d'année en année, hein, les transports, le numérique en santé, le médicament, etc. Mais il y a aussi des nouveautés, des spécificités. Donc, bien évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions pour réagir par rapport aux différentes présentations qui seront faites. Et puis, n'hésitez pas aussi à garder et à approfondir ces sujets peut-être dans un temps 2, puisque on est appelé à se revoir sur ces mêmes sujets, mais sans évidemment dérouler la présentation hein, de manière plus dans l'échange quand nous viendrons dans vos établissements. Voilà, je pense que j'en ai fini sur la partie introductive et je crois que je vous redonne la main, Christine. Oui, merci. Donc moi déjà, je vais vous présenter l'ordre du jour de ce webinaire. Tout départ, nous allons évoquer avec vous quelques actualités. Le thème des transports, bien sûr, qui est un sujet prioritaire de l'assurance maladie et des établissements. Nous évoquerons avec le service médical les pansements. Ensuite, la prévention des infections et de l'antibiorésistance, la polymédication et iatrogénie médicamenteuse, le sujet du SAOS et de l'OANPPC, l'insuffisance cardiaque, le numérique en santé, le suivi maternité et derrière, donc un dernier point sur quelques questions-réponses. Voilà, nous espérons que ce timing sera respecté. Normalement, nous sommes bons sur le déroulé de la présentation. Donc, je vais garder la parole quelques minutes pour vous parler des actualités et notamment la première actualité qui concerne les arrêts de travail et les CERFA sécurisés. Ils ont été mis en place pour répondre vraiment à une recrudescence de fraude sur les arrêts de travail. Et ce CERFAS sécurisé donc, doit permettre d'éviter l'usurpation d'identité des établissements de santé que vous représentez ici. Et il remplace les anciens papiers. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il sera rendu obligatoire au 1er juillet, donc dans quelques jours. J'ai déjà communiqué vers vous depuis quelques mois maintenant sur ces formulaires papier. Il faut savoir qu'à partir du 1er juillet, si les anciens formulaires sont adressés à l'assurance maladie, les prescripteurs seront sollicités pour confirmer l'arrêt de travail et les assurés risquent de revenir dans vos services pour obtenir le bon format. Donc, pour éviter cet engorgement dans les différents services, je vous invite à vous assurer que vous disposez bien des nouveaux formulaires de CERFA d'arrêt de travail
que les anciens stocks sont bien détruits, qui ne sont plus accessibles, et que vous avez également enlevé les formulaires de type PDF sur les postes de travail pour éviter des impressions qui ne correspondraient pas non plus au niveau de sécurité qui sont attendus. Voilà, ces Cerfa peuvent être commandés sur Amélie Pro, mais je pense que globalement, les commandes ont commencé à bien arriver et que l'éditeur a dû livrer l'ensemble des établissements. Voilà, ces CERFA sont établis normalement avec votre finesse géographique et doivent permettre une diffusion auprès des patients qui seront reçus dans l'établissement. Voilà, ça c'était la première actualité qui est vraiment toute chaude. En second sujet, on voulait vous parler, mais vraiment en 30 secondes, de l'application Carte Vitale qui commence à être déployée dans tous les départements. On vous en parle rapidement juste pour vous informer qu'il est possible que désormais certains assurés se présentent dans vos bureaux des entrées avec l'application Carte Vitale. L'intérêt de cette application, c'est que ben, elle est sécurisée, elle est validée par les services de l'État. Et en plus, les informations de l'assuré derrière sont toujours à jour puisque l'application est connectée à nos systèmes d'information. Donc, peut-être auprès de vos établissements de voir si cette évolution sera intégrée dans vos bureaux des entrées. Je rends la parole à Maëlle sur le sujet des CPTS. Merci Christine. Donc effectivement, un point sur les communautés professionnelles territoriales de santé qui sont mises en place sur le territoire. Donc vous voyez que on a une belle carte au niveau du Tarn puisque l'ensemble du territoire est désormais, excusez-moi, couvert en termes de CPTS. Donc ça offre d'importants bénéfices et avantages pour le département. Alors des bénéfices qui commencent à se mettre en place, qui sont déjà peut-être un peu plus anciens dans certains territoires qui étaient déjà couverts par une CPTS sur ces dernières années. Mais on est quand même sur un dispositif relativement récent qui est en phase de montée en charge et qui donc est appelé progressivement à prendre une place sur la partie ambulatoire de plus en plus importante. Pour rappel, hein, une CPTS, elle a 5 missions essentielles, hein. Une mission autour de l'accès aux soins, notamment de l'accès à un médecin traitant, mais pas que. Une mission autour de développement de parcours, et là c'est un sujet qui vous intéresse tout particulièrement puisque on est notamment sur les parcours ville-hôpital et donc vous avez un certain nombre de CPTS qui prennent attache avec vous et on les incite fortement à le faire pour développer un certain nombre d'organisations locales qui permettent de fluidifier les entrées en hospitalisation, les sorties d'hospitalisation, les allers-retours entre spécialistes et médecins ou praticiens ambulatoires. Donc on est vraiment sur le développement de choses extrêmement concrètes sur laquelle nous, on a beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir, j'oserais dire, mais en tout cas, beaucoup de souhaits d'évolution de notre système. Et puis, on a évidemment une mission autour de la prévention, qui est un axe fort de l'assurance maladie, puis deux autres missions qui sont dites optionnelles, mais qui doivent être déployées aussi par les CPTS. Une autour de la qualité et le fait d'inciter les professionnels libéraux en ambulatoire à développer des moments de travail collectif sur les sujets de qualité de la prise en charge. Et puis un dernier item autour de l'installation des professionnels de santé afin là aussi de favoriser à la fois les installations et de les faciliter dans les faits. Donc là, juste rapidement, une petite carte qui vous permet de visualiser où sont les CPTS que vous connaissez, bien évidemment, je suppose, sur vos différents territoires. La petite dernière, c'est la CPTS de West Tarn, qui devrait donc signer ce qu'on appelle un ACI, un accord conventionnel interprofessionnel, ACI qui permet de formaliser les engagements de la CPTS sur les missions que j'ai mentionnées tout à l'heure, mais aussi de bénéficier de moyens pour la mise en œuvre de ces mêmes missions. Dans des petits encadrés, vous voyez quelques parcours ou dispositifs que les CPTS sont soit en train de mettre en œuvre, soit ont mis en œuvre. Alors, je ne vais pas les détailler, évidemment, on pourra peut-être revenir ensemble si ça vous intéresse dans les rendez-vous plus bilatéraux, mais néanmoins, vous voyez quand même que, bon, évidemment, on n'est pas sur les mêmes niveaux de développement selon les territoires, mais qu'on a quand même des choses relativement intéressantes, que ce soit dans le sud
autour de la chirurgie ambulatoire, mais aussi autour de l'insuffisance cardiaque et de la personne âgée ou dépendante dans le Grand Gaillacois. On a Albi qui essaye aussi de travailler sur la filière gériatrique et psycho-gériatrique en particulier. Donc voilà, on a des logiques d'action qui sont propres à chaque territoire, mais qui globalement poussent quand même dans un sens fort autour d'une meilleure prise en charge des patients. J'ajouterais que l'une des priorités qui va vraiment, enfin, qui est déjà en place, mais qui va vraiment advenir, c'est de aussi travailler avec les CPTS sur le fait de toujours aller plus loin dans la sécurisation des retours à domicile, puisqu'on sait que c'est un vrai enjeu pour les patients, pour les établissements et pour les CPTS. Donc c'est un sujet sur lequel on va travailler avec elles et qu'on va continuer à développer. Voilà pour les quelques mots. Et évidemment, lors de nos échanges, on sera amené à développer cette partie interactive d'interaction, pardon, avec les CPTS. Et je redonne la parole. Ah non, j'avais encore cette slide, excusez-moi. Donc là, oui, quelques chiffres que je ne vais pas détailler, mais qui, d'ailleurs, on va dans le diaporama qu'on vous transmettra, on a encore une version encore plus fine de ces chiffres de diagnostic en fait territorial qui vous permettent voilà, d'avoir en visu certaines données qui nous paraissent importantes. Bon, évidemment, le nombre de bénéficiaires, nombre d'assurés. Alors, c'est le delta, ce sont les ayants droit, évidemment. La répartition des personnes sans mutuelle, qui est toujours un peu frappante. Les bénéficiaires de la C2S et enfin les bénéficiaires ALD avec médecin traitant. Dernier point par rapport à ça, c'est vraiment un axe fort de travail de l'assurance maladie que de permettre aux personnes bénéficiaires d'une ALD de trouver un médecin traitant. Alors évidemment, c'est un dispositif, le médecin traitant, qui s'adresse à toute la population, mais on a un point de vigilance particulier pour les personnes en ALD. Il se trouve qu'on a un taux, alors qui certes n'est pas à 100%, mais qui est quand même assez haut en termes de niveau de prise en charge, malgré une baisse du niveau de médecins traitants, enfin du nombre de médecins traitants sur le territoire et d'une hausse du nombre de personnes en ALD. Donc c'est lié à la fois au fait que les médecins jouent le jeu hein, de cette stratégie, et d'autre part qu'ils mettent en place aussi des dispositifs de l'assurance maladie notamment qui leur permettent d'augmenter leur patientèle, comme les assistants médicaux. On a une centaine d'assistants médicaux désormais sur le territoire, et donc ça, c'est vraiment un levier d'augmentation des patientèles, mais aussi l'exercice coordonné euh, et l'exercice pluriprofessionnel avec les IPA, les infirmières azalées. Tous ces dispositifs-là permettent aux médecins d'augmenter leur patientèle sans dégrader évidemment la qualité de la prise en charge, ce qui est évidemment extrêmement important. Voilà sur ces éléments-là. Je crois que on passe sur un autre sujet juste après, Christine. Oui, on passe après sur les actions prioritaires et notamment le premier sujet qui concerne les transports. Donc pourquoi on vous parle de transport dans la VAES? Parce qu'elle représente une dynamique de dépenses très importante. Près de 2 tiers des dépenses de transport sont liées à des prescriptions réalisées par les établissements de santé. France entière en 2024, elle représente 5,83 milliards d'euros et pour la région Occitanie, 556,8 millions d'euros. C'est une augmentation régionale de plus 6,16% par rapport à l'année précédente, alors qu'au niveau national, c'est un petit peu moins dynamique avec une augmentation de 5,74%. Et pour le Tarn, puisque les chiffres locaux sont toujours plus parlants, ça représente 34,2 millions d'euros en 2024 avec une dynamique plus importante même que la région, puisque nous avons augmenté de 6,39% par rapport à 2023. C'est donc un sujet phare en termes d'économie sur la santé, mais c'est aussi un message important sur l'écologie puisque l'empreinte carbone des déplacements liés aux soins représente une part très importante de l'empreinte carbone des soins en général. 8% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du système de santé. Sur cette part, 13% sont liés au transport des patients, des visiteurs et des professionnels de santé. Donc c'est là-dessus que nous voulons travailler avec vous pour permettre une amélioration.
Bien sûr, dans ce contexte, il faut prendre en compte les facteurs aggravants tels que la disparité géographique où nous avons des départements comme le Tarn qui sont plus ruraux et la fréquence des trajets qui sont aussi dus à l'agrandissement du cas de maladies chroniques et aussi à la distance parcourue pour bénéficier de soins. Le transport partagé est une des propositions qui permettent aussi de répondre tant à la problématique écologique qu'à la problématique économique. Le décret qui est paru le 28 février dernier, le décret numéro 2025-202 relatif aux conditions de prise en charge des transports partagés, évoque déjà cette situation et indique que dès qu'une prescription médicale de transport est effectuée avec un transport assis, que ce soit du VSL ou du taxi, si l'état de santé du patient le permet, par défaut, la règle, c'est un transport partagé qui doit être proposé au patient. Le transporteur, lui, il doit prendre en charge l'organisation de ce transport partagé et surtout en informer le patient pour éviter éventuellement qu'il y ait un accompagnant dans le véhicule supplémentaire. Et en cas de refus du patient, le tiers payant ne s'applique plus. C'est-à-dire que le patient devra faire l'avance des frais, payer au taxi et se faire rembourser ensuite par l'assurance maladie. Il faut savoir que nous attendons encore aujourd'hui le décret sur le décret qui doit aussi minorer le taux de remboursement en cas de refus du transport partagé par l'assuré pour que chacun soit actif dans cette démarche. Donc vous voyez sur cette slide hein, les affiches qui ont été proposées pour communiquer sur le transport médical partagé et la carte de France sur les transports partagés en VSL en 2023. Le Tarn est dans la moyenne, dans la bonne moyenne avec 23,7. Pour autant, il y a encore un effort à faire, y compris sur notre département. Donc les leviers pour développer le transport partagé en établissement, ce sont tous les référentiels de transport qui sont à disposition. Le CERFA aussi, la nouvelle prescription médicale de transport qui par défaut indique que le transport est médicalement possible en transport partagé. Sinon, c'est le médecin qui doit le préciser en cochant une case. Pour certains d'entre vous, il y a aussi l'accompagnement de l'ANAP pour optimiser les prescriptions de sortie, c'est-à-dire en passant aussi soit par une plateforme de transport qui inclut tous les transports et pas seulement l'article 80, la mise en place d'un coordonnateur dans vos établissements et ou l'organisation de salons de sortie. Auprès des transporteurs, il y a aussi l'incitation des transporteurs sanitaires au travers de l'avenant numéro 11 avec la profession et avec les taxis. Nous avons aussi une négociation en cours au niveau national. Pour les patients, c'est ce dont nous avons parlé juste avant sur l'article 69 avec le décret sur le transport patient. Pour vous accompagner, c'est un sujet que nous évoquons lors de nos accompagnements réalisés dans vos établissements. Nous avons donc proposé des interventions auprès des salariés des établissements sur une durée d'1 heure, parfois qui ont débordé un peu quand il y avait beaucoup de questions, mais ça veut dire que c'est un sujet qui nécessite aussi des rappels et de l'information. Donc sur cette durée d'1 heure, nous faisons un rappel sur la réglementation, un focus sur l'ALD, hein, qui ne doit pas donner lieu à une prescription systématique. Ça, ce sont des rappels qui sont faits auprès de toutes les équipes. Nous évoquons le transport en véhicule particulier, bien sûr, le transport partagé, l'article 80 et nous fournissons un kit de communication. Donc notre offre, c'est vraiment d'accompagner les services les plus forts prescripteurs, mais également tous les services des établissements sanitaires pour rappeler ces règles et pour répondre aux questions ou aux problématiques qui peuvent se poser au quotidien. Nous avons eu la chance d'avoir des réponses à notre enquête de satisfaction et sur les personnes que nous avons reçues, nous avons eu une note de satisfaction de 8,91 sur 10 avec voilà, des commentaires qui ont vraiment souligné l'importance et l'intérêt de ces rappels et notamment des demandes aussi pour que ça soit plus régulier, pour que la CPAM intervienne dans vos services. Donc nous restons à votre disposition pour organiser d'autres sessions si besoin. Je vais du coup passer la parole sur les pansements. Je pense à Jennifer et Schwartz et Jean-Luc Vergne peut-être.
Est-ce que Bonjour vous à êtes... tous, c'est bon, on a le problème de Merci. micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je suis Jennifer Schwartz, je suis infirmière au service médical. Et donc, j'ai à charge de vous présenter une autre des thématiques prioritaires que l'assurance maladie a souhaité mettre en avant, qui est celle des pansements post-intervention chirurgicale. Alors, il faut savoir qu'on a observé quand même une augmentation des dépenses liées aux prescriptions de dispositifs médicaux et prestations depuis plusieurs années, avec un chiffre de plus 5,3% par an depuis 2016. Le poids de la dépense du post-pansement représente 10% des dispositifs médicaux et des prestations remboursées en ville, ce qui l'amène au deuxième poste en fait de dépenses. C'est en progression constante. Il est important de savoir que les prescriptions hospitalières, elles concernent deux types de plaies, les plaies chroniques et les plaies en post-chirurgie. Et ce sont des prescriptions qui sont généralement renouvelées, voire modifiées en ville par les médecins traitants et les infirmiers libéraux. On observe une orientation des prescriptions vers les produits les plus coûteux, mais qui ne sont pas forcément toujours les plus pertinents en termes d'objectifs thérapeutiques. Et du coup, selon les dernières données nationales, pardon, on montre une croissance des volumes et des montants remboursés pour les pansements hydrocellulaires. L'assurance maladie, du coup, a réalisé une analyse sur la consommation des pansements utilisés pour la cicatrisation des plaies suturées en post-chirurgie afin de vérifier si les pratiques sont en adéquation avec les recommandations HAS de bonne pratique. Et il apparaît, suite à cette analyse, que les pansements hydrocellulaires sont fréquemment prescrits dans cette situation en établissement hospitalier et font l'objet d'une continuité de prescription en ville. Or, ces pansements coûteux ne sont pas à privilégier en première intention en faisant référence aux recommandations HAS de bonne pratique du mois de décembre 2022. Justement, la Haute Autorité de Santé a publié un... Non, il faudrait revenir juste avant, pardon. La HAS a publié du coup en décembre 2022 une fiche de bon usage sur les pansements pour plaies suturées à la suite d'une intervention chirurgicale. Cette fiche, bah, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de discerner en fonction des situations patients les modalités de prescription et le matériel médical nécessaire à l'obtention d'une cicatrisation correcte. En première intention, les pansements complexes ne sont donc pas adaptés à des plaies faisant suite à un geste chirurgical et n'ont pas de plus-value en fait dans cette situation. Les objectifs de l'accompagnement à destination des professionnels de santé hospitaliers et exerçant en ville reposent sur plusieurs axes. Le premier est d'améliorer les connaissances des recommandations en vigueur pour maîtriser les dépenses sur ce poste de soins, favoriser les bonnes pratiques et contribuer à l'amélioration de la qualité, homogénéiser les prescriptions en sortie d'hospitalisation et en ville. Et enfin, améliorer la pertinence de la prescription des principaux prescripteurs de pansements post-chirurgie afin de diminuer les consommations inappropriées et ainsi éviter le gaspillage dans une démarche de sobriété des prescriptions. Alors, on a bien conscience que la multiplicité des actes chirurgicaux et des plaies post-opératoires qui en résultent ne permet pas d'établir un seul et unique modèle de prescription adaptable à toutes les situations. Cependant, une dispensation et une exécution adaptées vont être assurées par la précision et la complétude de la prescription, l'ajustement des prestations prescrites aux besoins du patient et la coordination des professionnels de santé pour assurer la continuité des soins et la réévaluation de la plaie post-opératoire. Dans la slide suivante, on a décidé de vous montrer un modèle de prescription avec les informations nécessaires. Donc, une prescription précise est égale à une dispensation adaptée aux besoins de soins. On y retrouve les principales données à y notifier, à savoir l'identification du prescripteur avec la date de la prescription, l'identification du patient avec sa date de naissance et son poids, un descriptif de la plaie, la désignation, excusez-moi, précise des produits et des nombres du conditionnement. Là, il est important de savoir qu'en termes de conditionnement, il faut noter en boîte et non en unité. Il faudra y préciser également la durée de prescription, les conditions d'utilisation et bien évidemment que cette prescription soit signée par le professionnel de santé. En parallèle de ça, il faudra que toutes les informations présentes dans l'ordonnance soient spécifiées dans la lettre de liaison de sortie.
Sur la dernière diapo que je vais vous présenter, donc là, on vous notifie en fait un nouveau texte qui est sorti au JO le 19 mars 2025 concernant la mise en place des nouvelles règles de prescription et de délivrance des pansements. Ce texte est entré en vigueur au 1er avril 2025 et reprend les différents points que doit contenir en fait une prescription, tout en sachant que cette prescription, il faut qu'elle soit fondée sur une évaluation clinique de la plaie par un professionnel de santé habilité qui sera en mesure d'accompagner le patient et d'assurer le suivi de l'évolution de la plaie. Une autre modification est que le pharmacien sera habilité à délivrer 7 jours de traitement seulement. La délivrance pourra être ensuite renouvelée à l'issue de cette période à la demande du patient, mais en fonction de ses besoins et surtout dans la limite de la durée des soins qui seront mentionnés sur l'ordonnance. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole pour les actions fil rouge à Monsieur Jean-Luc Verne, le pharmacien conseil. Merci Jennifer. Donc je prends le relais sur, après ces deux actions prioritaires qui viennent de vous être présentées, sur les actions fil rouge, qui en fait sont des actions que nous avions déjà évoquées l'an dernier avec la plupart des établissements présents. Donc ce sont des, comme leur nom l'indique, des actions que nous poursuivons et que nous amendons un petit peu également. Donc le premier sujet, ce sont les préventions des infections et de l'antibiorésistance. Donc ça, c'est un sujet que nous avions déjà effectivement abordé l'an dernier, dont le contexte est toujours le même, avec une consommation importante d'antibiotiques en France. On est encore le cinquième pays le plus consommateur en Europe, hein. On est très mal classé, entre guillemets, sur ce sujet-là, parmi les pays européens, avec voilà, plus de 120 000 infections à bactéries résistantes, plus de 5 500 décès estimés liés à ces infections. Et avec, vous voyez, une part quand même non négligeable, puisqu'on est sur un cinquième des prescriptions qui sont issues des établissements de santé. Et après, avec une estimation qui a été réalisée, un tiers de ces prescriptions ont été déclarées inutiles, d'autres inappropriées, un autre tiers, pardon, inapproprié, et bon, le dernier tiers était des ordonnances tout à fait appropriées. Voilà, donc l'antibiorésistance est une des principales causes de mortalité donc à l'horizon 2050 et c'est pour ça que ça a fait l'objet justement d'un plan d'une feuille de route interministérielle sur la diapositive suivante s'il vous plaît. Voilà, une feuille de route interministérielle donc qui a été établie pour 2024-2034, qui reprend également la feuille de route de la stratégie nationale qui avait été définie sur 2022-2025. Et le sujet, donc, bien sûr, c'est la prévention et la réduction de l'antibiorésistance et la lutte contre les résistances aux antimicrobiens. De son côté, la HAS a également travaillé sur les recommandations de bonnes pratiques et les a remises à jour régulièrement et récemment d'ailleurs pour certains sujets, puisque dans le cadre, par exemple, des exacerbations de BPCO, la dernière mise à jour date de juillet 2024. Et pour ce qui est de la pneumonie aiguë chez l'adulte et l'enfant et les infections génitales, également hautes, non compliquées, la mise à jour date donc de janvier 2025. Il y a aussi d'autres axes d'action comme la certification des établissements de santé avec dans sa sixième itération donc qui reprend un certain nombre de critères pardon liés à ce sujet de l'antibiothérapie, hein. Vous les avez, je vais pas tous vous les décrire là maintenant, mais voilà, ce sont des critères qui font partie de cette certification des établissements de santé et qui sont directement axés sur ce sujet. Et comme je disais juste avant, la HAS qui travaille de son côté sur la mise à jour des recommandations de bonnes pratiques avec les durées de traitement, les traitements de première intention et les traitements de deuxième et troisième intention qui sont revus et réévalués régulièrement. Sur la diapositive suivante, donc les deux axes principaux sur ce sujet. Ah ben non, oui, non, donc c'était le sujet précédent, mais en fait les deux axes ce sont
la lutte contre les infections liées aux soins, enfin les infections liées aux soins. Et le deuxième sujet, donc, c'est la prévention et le choix de l'antibiothérapie, donc, et la prévention et la lutte contre l'antibiorésistance. Voilà les deux axes qui ont été définis dans thérapie et de l'antibiorésistance. Voilà pour ce sujet, que je ne développe pas guère plus puisque nous avions déjà abordé ce sujet l'an dernier. Un autre sujet qui fait partie des actions fil rouge, c'est la polymédication et la iatrogénie médicamenteuse. Donc là aussi, c'est un sujet que nous avions déjà abordé l'an dernier avec la plupart des établissements présents. Donc ce sujet a été également amélioré, enfin pas amélioré, mais disons, a été un petit peu modifié avec l'ajout cette année du bon usage des médicaments en parlant de façon un peu plus large. Donc il y a deux axes. L'axe qui était présent déjà l'an dernier sur donc la polymédication et la prévention de la iatrogénie médicamenteuse. Donc sur la diapositive suivante, s'il vous plaît. Vous avez donc bon, la polymédication, je ne vais pas reprendre la définition, hein, mais c'est voilà, en général c'est défini, enfin il y a plusieurs définitions, mais la plus courante c'est la délivrance de plus de 10 molécules au moins 3 fois dans l'année. Donc on est sur des traitements lourds, souvent chez des personnes âgées. Polymédication ne veut pas forcément dire que c'est une prescription inappropriée, mais il faut bien sûr faire la démarche de rechercher parmi l'ensemble des prescriptions et du traitement des patients, faire l'effort de rechercher les médicaments potentiellement inappropriés, hein. On pense bien sûr aux benzodiazépines, on pense aux anticholinergiques, voire aux inhibiteurs de la pompe à protons. Ce sont des molécules qu'il faut réévaluer régulièrement et estimer avec le patient et bien sûr et en coordination avec les autres médecins, estimer s'il est toujours pertinent en fonction de l'état général du patient et des comorbidités, estimer s'il est toujours pertinent de conserver ce traitement et si le bénéfice est toujours supérieur au risque. Dans ce sujet donc de la polymédication, comme je vous disais un peu plus tôt, on a rajouté cette année un deuxième sujet qui est finalement d'actualité puisque on a élargi au bon usage des médicaments et plus particulièrement pour cette année, on fait un focus sur l'utilisation donc des opioïdes enfin des antalgiques pardon de palier 2 sur la diapositive suivante s'il vous plaît. Voilà, donc vous voyez, il y a dans le plan d'action proposé, c'est ce que je disais, donc il y a le mésusage de tous les médicaments MPI et tous les médicaments liés à la polymédication, et puis le mésusage et les risques effectivement d'addiction et de surdosage qu'on peut revoir, notamment pour le tramadol, même si la réglementation a évolué à la fois pour le tramadol et les spécialités à base de codéine. On fait un focus cette année sur le tramadol avec rappeler les règles de bon usage, hein, comment le prescrire, la brièveté de la prescription, la réévaluation la plus rapide possible pour éviter justement aux patients de s'installer dans un traitement chronique et une possible addiction, développer justement la vigilance sur cette addiction possible avec le tramadol et bien sûr informer le patient de tous les risques liés à l'utilisation de cette molécule. Vous aurez lors de nos visites bilatérales, je dirais individuelles dans chaque établissement, vous aurez des profils qui vous seront présentés sur ces deux axes, hein, donc celui de l'an dernier que nous prolongeons et le nouvel axe entre guillemets sur le tramadol. À ce sujet, sur le tramadol, je me permets de rajouter lors de cette réunion, donc comme je l'indiquais juste avant, depuis le 1er mars, donc il y a eu la modification de la réglementation sur la prescription des spécialités pardon, à base de tramadol et de codéine. Depuis cette date-là, donc, il est indispensable que le prescripteur utilise un support sécurisé, et non pas un moyen de transmission sécurisé, mais bien un support sécurisé. Et la réglementation définit ce support soit par l'ordonnance dématérialisée, donc établie au moyen des téléservices de l'assurance maladie, hein, ce qu'on appelle la e-prescription avec le QR code, etc., qui véhicule un numéro et qui permet à ce moment-là au pharmacien de,
retrouver la prescription directement sur ce serveur. Ça, c'est le premier mode et c'est le mode par défaut de prescription des stupéfiants et des assimilés stupéfiants, hein, puisque le tramadol est devenu une molécule assimilée à la réglementation des stupéfiants. Ça, donc depuis 2023, c'est le support qui est privilégié. Et à défaut d'accès à ce support, ce qui est souvent le cas malheureusement encore dans les établissements de santé, le prescripteur doit utiliser le support sécurisé qui est défini par la réglementation et notamment dans l'article R 4073-2 donc, mais du Code de la santé publique. Mais bon, je vous ferai grâce de vous développer cet article. Mais simplement, voilà, je vous ai mis le reflet de ce qu'est une ordonnance sécurisée. C'est une ordonnance qui est réalisée, donc qui est déjà pré-imprimée, qui est réalisée sur un papier filigrané avec un filigrane et un caducé qui est visible, un grammage qui est particulier, les codes barres qui sont pré-imprimés. Il y a même une numérotation de lot qui permet aussi de tracer un petit peu cette prescription, hein, puisque ça fait partie c'est un peu l'ancien système du carnet à souche, hein. C'est le même principe. La prescription est sécurisée, pardon, et numérotée. Et la dernière sécurité, c'est ce fameux carré en microlettres, mais qui est un carré en microlettres qui est préimprimé aussi dans une encre azurée, qui ne permet pas d'être photocopié, ce qui évite un certain nombre de falsifications possibles par le patient éventuellement. En sachant, en lien avec ce que je disais au préalable, c'est-à-dire les possibilités d'addiction et de mésusage qu'on peut connaître sur cette molécule. Donc je souhaitais faire ce rappel pour éviter que le patient se retrouve en difficulté lorsqu'il se présente à la pharmacie avec une ordonnance qui ne serait pas sécurisée et si le pharmacien respecte les conditions de délivrance, normalement, il ne peut pas délivrer une ordonnance si elle n'a pas ces caractéristiques ou si ce n'est pas une e-prescription, comme je l'ai dématérialisé, comme je l'ai précisé juste avant. Voilà, je pense avoir terminé sur ces deux thèmes. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Madame Borde, je pense, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous. Donc, je suis le docteur Patricia Borde, médecin conseil. Je vais évoquer avec vous deux sujets qui sont deux sujets autant de santé publique que ayant également un aspect économique majeur. Il s'agit d'abord du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, ce qu'on appelle communément le SAOS. Et puis après, je vous parlerai également de tout ce qui concerne la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Donc pour le SAOS, pour ceux qui ne seraient pas avertis sur le sujet, puisque je pense qu'on n'a pas que des médecins qui sont actuellement, qui assistent à la réunion, c'est une fermeture partielle ou complète des voies aériennes supérieures et donc qui génère des troubles au niveau du sommeil avec pour conséquence qui peut être une somnolence diurne, une baisse de la vigilance, des troubles de la mémoire, des troubles de la concentration, et puis surtout, à terme, en fonction de la sévérité, on peut avoir une morbimortalité cardiovasculaire importante. Alors, pour en revenir encore à la définition du syndrome, il y a donc deux aspects. Il y a l'aspect clinique, ce que nous devons rechercher avant tout et que nous demande l'HAS, les recommandations de l'HAS, c'est d'avoir au moins 3 des 6 critères cliniques requis, c'est-à-dire la somnolence diurne, les ronflements sévères quotidiens, les céphalées matinales, une fatigue diurne, une nicturie et une sensation d'étouffement pendant le sommeil. J'insiste là-dessus parce que de temps en temps, nous recevons des DAP où nous n'avons pas 3 de ces 6 critères qui peut générer effectivement des rejets dans la demande de prise en charge. Ça, c'est la partie clinique. Et la deuxième partie, c'est une évaluation qui doit être faite de ce syndrome que l'on suspecte, qui doit être fait par polygraphie ou polysomnographie.
Et cet examen nous permettra de calculer l'indice d'hypopnée-apnée, qu'on appelle l'IAH. Et à partir du taux de cet indice, on pourra mettre en place un certain type de traitement. Voilà. Donc, à partir de quand, lorsqu'on a fait ce diagnostic de SAOS, tant clinique que paraclinique avec la polygraphie, polysomnographie, à partir de quand on va mettre en place un traitement? Il faut qu'on ait l'indice d'IAH qui soit supérieur à 15. En deçà de 15, il y a d'autres règles hygiéno-diététiques ou autres qui peuvent être mises en place, mais pour l'utilisation de ce dispositif médical, que ce soit la PPC ou l'orthèse d'avancée mandibulaire, nous devons avoir un indice d'apnée-hypopnée qui soit supérieur à 15. Il y a un tableau, alors vous avez en dessous, on vous a mis l'orthèse d'avancée mandibulaire pour savoir un petit peu à quoi ça correspondait. Et ensuite, on vous a mis également l'appareil à pression positive. Voilà. Donc, effectivement, pour l'OM, que l'on préconise, pourquoi on la préconise? Puisque en termes de coût, il faut savoir que sur une année en moyenne, quand on a une orthèse d'avancée mandibulaire, ça représente grosso modo pour l'assurance maladie 100 euros de dépenses, alors que dans le même temps, pour la PPC, on est autour de 500 euros. Donc c'est un ratio de 1 par 5. Donc ce n'est pas négligeable. Il y a bien sûr des indications médicales. Dans quel cas on peut préconiser l'orthèse d'avancée mandibulaire en première intention? C'est dans le cas où vous avez un patient qui a un indice IAH qui est au-dessus de 15, mais qui est inférieur à 30 et qui n'a pas forcément de comorbidité associée. Dans ces cas-là, il est préconisé de prescrire en première intention une OM, une orthèse d'avancée mandibulaire. À l'inverse, si vous avez un patient qui a une IAH supérieure à 30, effectivement, en première intention, on proposera la PPC. Il faut savoir néanmoins que la PPC, il y a, comme vous le savez certainement, il y a très souvent une mauvaise observance pour plusieurs raisons, mauvaise tolérance, bruit, enfin voilà, le patient ne supporte pas, il le fait qu'une heure ou deux par nuit et encore, etc. Dans ces cas-là, si effectivement la PPC, il n'y a pas une bonne observance, on peut proposer en deuxième intention une orthèse d'avancée mandibulaire, mais jamais les deux de façon concomitante. Je vous le précise parce qu'on a déjà eu ce genre de questions. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. En résumé, si vous avez un patient qui a un indice d'IAH entre 15 et 30, mais qui n'a pas de comorbidité associée, il est logique et même préconisé de prescrire en première intention une orthèse d'avancée mandibulaire. Voilà. Ensuite, Christine, voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire. Vous avez en bas de la slide le tableau qui reprend effectivement à partir de quand on prescrit dans quel cas on prescrit une OAM et dans quel cas on prescrit une PPC. On a des augmentations très, il faut le savoir. Pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'on a une augmentation quand même qui est majeure au niveau de la prescription de ce dispositif médical. On a une augmentation, vous le verrez, entre 2022, entre 2019, où on avait 755 millions que représentait cette prescription au niveau du remboursement. L'assurance maladie, en 2019, a remboursé 755 millions. Et en 2022, 3 ans après, on est passé à 100 millions de plus. Donc l'augmentation est considérable. Voilà. Donc, il faut quand même regarder et vérifier qu'au niveau des prescriptions, par rapport aux recommandations de l'HAS, on soit bien conforme à ce qui est préconisé. Et vous voyez que dans le même temps, à côté de ça, on n'a que 3% de prescriptions. Parmi ces prescriptions, on n'a que 3% qui concernent des orthèses d'avancée mandibulaire. Donc, on a une possibilité de revoir les prescriptions et de modifier ce taux de prescription de PPC par rapport à l'OM. Voilà. En 2022, la dernière slide vous montre qu'on avait 463 établissements ciblés. Alors, ciblés, ça veut dire qu'ils avaient plus de 70 primo-prescriptions de PPC d'OAM et effectivement avec un taux d'OM qui était autour de 3% en moyenne. Voilà. Donc, on recommande, alors, l'assurance maladie souhaiterait effectivement que ce taux de prescription d'OAM
ben, prennent une proportion plus importante que celle de la PPC dans les indications qui sont requises. L'objectif qui est annoncé est un peu prétentieux, je vous l'accorde. Il est de à peu près 30% de prescription initiale hospitalière d'OM en 3 ans. Alors, ce qui veut dire que dans les établissements qui ont été ciblés, il faudrait que ce soit multiplié par 10. Ça me paraît un peu ambitieux, mais enfin, voilà, on peut, je pense quand même, il y a une marge de progression possible. Donc, il faut avoir à l'esprit que, voilà, certes, ce dispositif est quelque chose d'utile, c'est incontestable quand on regarde les recommandations chez des patients qui ont des pathologies cardiovasculaires, chez des patients qui ont des obésités, etc. Enfin, il y a plusieurs possibilités, effectivement, plusieurs types d'indications, mais je pense qu'il faut quand même, voilà, s'assurer que la PPC soit réellement justifiée dans ce cas-là. Ne peut-on pas plutôt prescrire une orthèse d'avancée mandibulaire dans les cas, je dirais, de SAOS modéré. Bien évidemment, hein, quand c'est un SAOS qui est plus sévère, on va aller directement à la PPC, hein. Voilà pour le SAOS. Ensuite, je voulais vous parler de l'insuffisance cardiaque. Vous savez que l'assurance maladie développe depuis quelques années maintenant ce qu'on appelle des parcours de soins. Alors, il y en a eu un qui a été développé il y a quelques temps qui était sur le post AVC, où certains départements d'Occitanie étaient leaders sur le sujet. Maintenant, on le développe un petit peu sur d'autres pathologies, notamment l'insuffisance cardiaque. Il va y avoir aussi le diabète, il va y avoir la BPCO, etc. Donc, on s'interroge à plusieurs pathologies chroniques qui, là aussi, en termes de santé publique et de coûts au niveau de la prise en charge, est important au niveau de la population et de la société. Donc, l'insuffisance cardiaque, ben, c'est une pathologie très, très fréquente, notamment chez les personnes de plus de 60 ans, évidemment, qui est très souvent sous-diagnostiquée. Même par les médecins généralistes qui ne sont pas forcément toujours attentifs à ce type de diagnostic. C'est une pathologie donc chronique. Vous savez que quand on fait un diagnostic d'insuffisance cardiaque, l'espérance de vie, la médiane est assez courte. Donc, il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Il faut qu'il y ait une prise en charge pluridisciplinaire, à la fois par le cardiologue, par le généraliste. Voilà. Et on s'est aperçu qu'il y avait des possibilités également d'amélioration de cette prise en charge lorsqu'on développe le lien ville-hôpital. Il y a une meilleure efficience au niveau du parcours de soins et ceci permet, cette collaboration ville-hôpital peut permettre d'éviter certaines réhospitalisations puisque quand on parle d'hospitalisation évitable, ben, on s'aperçoit que l'insuffisance cardiaque fait partie de la moitié des patients qui auraient pu ne pas être réhospitalisés. Voilà. Et quand on sait qu'une hospitalisation chez un patient qui est un peu âgé, enfin, qui n'est plus très jeune, peut entraîner notamment des désorientations, peut avoir tout un tas d'effets secondaires. Si on peut éviter ces réhospitalisations, voilà. Le but de ça, c'est en fait d'alerter les établissements de santé. On alerte également la médecine libérale, voilà, de façon à ce qu'on puisse travailler en coordination pour améliorer autant que faire se veut cette prise en charge sur le parcours de l'insuffisance cardiaque, le parcours de santé. Euh, voilà, alors certains établissements, certains d'entre vous ont été ciblés enfin, sont sur le sujet dans le cas du CAQES. De mémoire, je pense qu'il y a le centre hospitalier d'Albi, celui de Castres et la clinique du Sidobre. Donc, il y a des choses qui doivent être faites là-dessus par rapport au parcours qui a déjà été proposé. Euh, alors je vais aller assez vite. Donc, pour ceux qui sont au niveau du CAQES, qui sont ciblés sur le CAQES, il va y avoir des présentations de profils hein, qui vous seront faites lorsqu'on viendra sur l'établissement, afin que vous puissiez visualiser un petit peu où est-ce que vous en êtes au niveau de cette prise en charge, et en particulier donc du taux de patients hospitalisés
pour insuffisance cardiaque, du taux de réhospitalisation. Voilà, il va y avoir plusieurs indicateurs qui vont vous être montrés pour pouvoir savoir un petit peu comment vous situer par rapport à ce parcours. Hop. Euh, voilà, là vous avez un exemple de profil, bon, évidemment qui est vierge, hein, que l'on vous présentera lorsqu'on viendra. Voilà, j'en reviens au parcours. Il est préconisé, vous le savez certainement, qu'à l'issue de l'hospitalisation, on s'assure que le patient ait un rendez-vous chez son médecin généraliste dans les 14 jours. Et il est souhaitable également qu'il ait un rendez-vous chez son cardiologue dans les 2 mois qui suivent son hospitalisation. Alors, concernant toujours ce parcours sur l'insuffisance cardiaque, donc on a plusieurs outils. On a évoqué ensemble le CAQES puisque 3 d'entre vous êtes ciblés sur le sujet. Mais nous avons également les CPTS qu'a évoqué tout à l'heure Monsieur Maël Stéphan. Il y a également tout ce qui concerne les programmes d'éducation thérapeutique du patient, puisque le patient doit être au cœur de sa prise en charge. Donc l'éducation thérapeutique est majeure, comme dans beaucoup de pathologies chroniques, mais celle-là en particulier comme le diabète, à savoir dépister certains signes entre les épophes, les épones, etc. Et puis également, il faut savoir qu'il y a toujours à votre disposition le Prado parcours insuffisance cardiaque, qui est un des éléments qui peut faciliter la prise en charge du patient à sa sortie et surtout après, ultérieurement, en mettant en place un suivi, éviter des réhospitalisations. Voilà. Et donc, en suivant, sur le thème du Prado, je laisse la parole à Christine Mazas. Oui, merci docteur Borde. Je voulais juste refaire le point avec vous sur justement l'offre Prado insuffisance cardiaque. Vous voyez ici un tableau des orientations que vos établissements nous proposent pour accompagner le patient dans son parcours de soins. C'est un volet d'insuffisance cardiaque sur le Prado qui est de plus en plus dynamique, hein. Il a augmenté de 34% entre 2023 et 2024. Alors, il n'augmente pas de façon identique dans tous les établissements suivant les parcours déjà en place ou suivant l'intégration de nos équipes dans vos établissements. Pour autant, nous avons de très très bons retours des patients et nous nous activons à bien organiser les parcours de soins que vos professionnels recommandent et prescrivent. La prise en charge des patients dans le Prado est aussi orientée vers les patients fragiles pour lesquels l'assurance maladie souhaite s'assurer vraiment du parcours de soins prescrit puisque nous souhaitons garantir l'accès aux soins et éviter une aggravation de la situation. L'objectif pour nous, c'est d'offrir vraiment un service attentionné à la population fragile. Et du point de vue en tout cas de l'assurance maladie, même si parfois le patient fragile, côté médical, est un peu différent ou en tout cas se rejoint de façon complémentaire. Nous accompagnons particulièrement les patients sans médecin traitant et dans le Tarn, nous en avons encore 13 175. Et nous accompagnons aussi avec attention les patients en précarité, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire qui sont à plus de 42 000 dans le département. Et ce sont des personnes qui renoncent malheureusement plus facilement aux soins, soit parce qu'ils sont en difficulté à organiser leurs soins, soit parce qu'ils ont peur d'un reste à charge. Donc ce sont des personnes que nous accompagnons particulièrement et pour lesquelles nous souhaitons aussi avec vous aborder cette offre de service plus particulièrement, vraiment pour sécuriser ce parcours de soins. Et vous voyez que nous avons aussi des patients qui sont à la fois bénéficiaires de la C2S et sans médecin traitant. Ils sont 9 411 dans le département assurés de la CPAM 81. Et ce sont des patients qui, quand nous les accompagnons, en tout cas, nous arrivons aussi à déclencher certaines aides complémentaires. Donc ça permet aussi voilà, de stabiliser l'accès aux soins de ces personnes et de les accompagner au mieux dans nos missions de service public.
Voilà sur ce sujet de l'insuffisance cardiaque. Nous reviendrons aussi vers vous lors des visites en bilatéral, comme disait Dr Verme tout à l'heure, pour réévoquer le Prado et les échanges dans vos établissements, puisque nous travaillons aussi avec vous sur la BPCO notamment, qui fonctionne bien avec le chic de Castres-Mazamet et sur l'AVC. Sur le volet numérique, je vais redonner la parole à Monsieur Stéphane. Oui, merci. Rapidement, parce qu'on n'est pas tellement en avance sur le planning et que ce sont des sujets que vous connaissez déjà. Simplement une vue pour vous donner voilà, une idée de la dynamique Mon Espace Santé sur le Tarn. Donc, vous savez que dans le jargon, Mon Espace Santé a remplacé en élément de présentation le DMP, mais formellement, le DMP existe toujours. Dossier médical partagé. Mon Espace Santé, en fait, c'est une architecture euh, d'espace personnel pour les patients et les professionnels de santé, constituée de plusieurs briques, dont le DMP, qui en reste quand même la principale. Donc on voit effectivement une bonne dynamique à la fois en termes de DMP alimenté, que ce soit au niveau des établissements de santé, des professionnels de santé et des labos. On peut voir sur la slide suivante que on est assez bien positionné. Alors ça doit pas être celle-ci, c'est celle après, je pense. Non, bah écoutez, je me suis trompé. Mais en tout cas, on est très bien positionné. J'avais les chiffres en tête, mais je les ai pas mis dans la diapo. Très bien positionné à la fois en Occitanie par rapport au reste de la France en termes de DMP alimenté et également dans le Tarn plus particulièrement par rapport au reste de l'Occitanie. On reste sur une très bonne dynamique d'alimentation des DMP avec un poids important des établissements sur cette capacité à alimenter les DMP. Ce qu'on peut relever toutefois, c'est que finalement, en établissement, on a relativement peu, ou en tout cas pas encore à un niveau massif de DMP consulté au niveau établissement. Donc il y a beaucoup d'alimentation par les établissements et un peu moins de consultation, ce qui n'est pas totalement incohérent puisque finalement l'enjeu c'est notamment de permettre au personnel, aux praticiens ambulatoires de récupérer l'ensemble des documents qui ont pu être générés dans le cadre d'une hospitalisation ou d'une prise en charge en établissement via les urgences. Et c'est ce que nous permet le diagramme, le petit logigramme qu'on a prévu en slide 49, je pense, Christine. Voilà, qui permet un peu d'illustrer l'utilisation du DMP sur un parcours patient, de la prise en charge par le médecin régulateur en mode bris de glace jusqu'à le dépôt d'une imagerie, d'une lettre de liaison, d'un compte-rendu post-opératoire, de résultats de labo, tout ça permettant ensuite à l'ensemble des praticiens et notamment le médecin traitant d'accéder à l'ensemble des documents générés dans le cas d'une hospitalisation sans forcément compter sur la capacité du patient, qui peut être plus ou moins en capacité de le faire d'ailleurs, voilà, de rassembler l'ensemble de ces documents, de bien les amener à son médecin, même si évidemment il y a aussi des transmissions qui sont directement via le médecin traitant, mais le fait de tout déposer sur un lieu unique permet ensuite à l'ensemble des praticiens de pouvoir en disposer et prendre en charge le plus efficacement possible le patient. Donc c'est vraiment toute la philosophie qui est derrière mon espace santé et le DMP. Voilà, pour le reste, on peut relever, c'est ce que je disais tout à l'heure, voilà, c'était la slide que je recherchais sur le nombre de documents consultés, etc. On peut relever quand même une grosse montée en charge, en revanche, des messageries sécurisées de santé, qui là se sont bien installées dans le paysage de santé, même si là aussi, mon espace santé offre des capacités d'interaction avec le patient qui méritent vraiment d'être utilisées. Voilà en synthèse, hein, je ne l'ai pas fait forcément dans l'ordre des diapos, mais c'était pour vous donner une vue là-dessus. Et je crois qu'il y a une dernière slide, mais sur laquelle je laisserai Christine
intervenir, parce qu'elle le dira beaucoup mieux que moi, sur un petit ajustement des modalités de consultation du DMP. Oui, effectivement, un des projets phares à venir, c'est la consultation du DMP en mode AIR, AIR pour authentification indirecte renforcée. Cette solution, en fait, reposera sur l'authentification au travers des systèmes d'information de l'établissement. Et une fois que le professionnel de santé est connecté à votre système, il n'aura plus à se réauthentifier avec sa carte CPS, ce qui permettra finalement une consultation plus facile et plus immédiate du DMP. Et ça, c'est en cours de développement encore chez Dionis. C'est un projet là tout chaud qui devrait sortir très très prochainement. Donc, qui devrait permettre en tout cas à vos équipes médicales de consulter plus facilement le DMP et pour pouvoir mieux articuler tout ce qui est parcours de soins, échange de documents avec la médecine de ville et les autres établissements. Voilà, j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a aussi une expérimentation d'ouverte sur l'ordonnance numérique. L'assurance maladie et l'ANS est en recherche d'établissements disponibles pour ce type d'expérimentation. Voilà sur le numérique. Je passe rapidement parce qu'effectivement le chrono tourne. On a un petit peu débordé, mais pour l'instant ça va, on n'est pas trop loin. Je voulais vous parler rapidement du suivi maternité. Alors je sais que tous les établissements ne sont pas concernés sur la maternité. Pour autant, vous pouvez aussi avoir des spécialistes qui prennent en charge des femmes enceintes et des jeunes enfants. Donc le contexte, c'est vraiment les 1000 premiers jours qui vont du quatrième mois de grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, qui représentent une période vraiment déterminante, tant pour la santé de la maman que pour l'enfant. Et nous avons derrière ça trois objectifs. Donc, améliorer le suivi postnatal à la sortie de maternité, hein. Vous savez ou vous vous souvenez, nous en avons parlé l'année dernière, que la HAS recommande que au moins 80% des mamans soient suivies dans les 7 jours sur une sortie standard et dans les 24 heures pour une sortie précoce. L'objectif numéro 2, c'est d'améliorer la prévention chez les femmes pendant et après la grossesse et chez les nouveau-nés, notamment sur la vaccination, mais aussi sur les perturbateurs endocriniens. Et le troisième objectif, c'est de sécuriser et faciliter la prise en charge des femmes enceintes sur le territoire avec l'engagement maternité dont nous avons aussi parlé l'année dernière et pour lesquels vous avez mis en place des partenariats sur des hébergements temporaires non médicalisés ou l'accès à des transports. Voilà, l'indicateur de suivi qui est indiqué là, il concerne le taux de suivi à 7 jours des femmes après accouchement. Moi, je voulais vous montrer un petit peu les chiffres dans le Tarn avec l'évolution depuis l'année 2000 de la densité et de l'offre de soins sur les sages-femmes. Donc, vous voyez que France entière, on est un petit peu plus de 50 sages-femmes pour 100 000 habitants. Dans le Tarn, on est meilleur qu'en France, mais on est aussi meilleur qu'en Occitanie. Ça veut dire que nous avons quand même un contexte d'accès aux soins plutôt favorable pour permettre ce suivi de la femme enceinte. En revanche, on est encore bon sur le suivi des femmes sur les 7 jours. Vous voyez, avec 82,8% des mamans qui sont suivies dans les 7 jours à domicile sur une sortie standard. Sur les sorties précoces, c'est un chiffre un peu plus en difficulté et qui descend aussi depuis l'année 2020. Désormais, 63,2% des mamans sont suivies après une sortie précoce. Donc c'est là où il y a vraiment un sujet de santé puisque cette période est vraiment déterminante, on le disait, sur le suivi de la santé. Euh, Ce qui se passe souvent, c'est que les suivis des femmes après l'accouchement est possible dès qu'elles sont suivies par une sage-femme libérale en complément du suivi gynécologique, s'il en existe un, s'il est mis en place par exemple dans vos établissements. La difficulté, c'est qu'en fait, les sages-femmes qui ne suivent pas leur maman pendant la grossesse ne pourront pas se rendre disponibles, ne pourront pas libérer de créneaux dans leur planning si elles ne l'ont pas suivi auparavant. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est compliqué et je pense aussi que la sage-femme en complément du gynécologue peut apporter des soins différents et en tout cas complémentaires. Et donc nous voulions aussi vous faire part d'expérimentations positives qui ont été réalisées dans d'autres établissements et notamment l'information
auprès des femmes enceintes au cours des séances de préparation à l'accouchement au sein des hôpitaux. Voilà, donc c'est vrai que c'est une action pour lesquelles on reviendra aussi vers vous, vers les établissements concernés sur la maternité, mais ça concerne aussi finalement les cliniques ou les lieux de soins dans lesquels il n'y a plus de maternité, mais pour lesquels les mamans sont quand même suivies. Et j'arrive au bout de mon sujet, donc je vous remercie pour votre attention. À ma connaissance, nous n'avons pas de questions en ligne. Écoutez, c'est que tout le monde a été très très clair, ou en tout cas, peut-être que les sujets ont besoin d'être mûris ou digérés d'ici nos visites dans les établissements. Je laisse peut-être Monsieur Stéphane, le docteur Borde, si vous voulez faire une conclusion. Je vais arrêter le partage pour qu'on vous voit. Bah, écoutez, non, j'espère. Alors c'est vrai que c'est un peu le charme d'un webinaire. On a du mal, on n'a pas la représentation, encore moins que d'habitude en visio des participants, donc difficile de se faire une idée. J'espère en tout cas que ce format vous a convenu, que vous y avez trouvé à la fois des éléments d'information intéressants, des éléments qui vous permettront du coup de peut-être anticiper les rencontres qui sont d'ores et déjà planifiées dans vos établissements avec nous. Donc ces rencontres-là, finalement, ce qu'on a souhaité, c'est avoir ce moment collectif d'information afin de dédier les rencontres peut-être davantage à davantage d'échanges, d'interactions et des questions plus précises. Donc on ne vous refera pas naturellement la présentation qu'on vient de vous faire. Absolument pas. On ne diffusera pas de diaporama. On arrivera directement pour échanger avec vous sur ce qui vous a intéressé, interpellé et sur les points sur lesquels vous souhaiteriez rebondir. Voilà, donc ce format est expérimental cette année. J'espère qu'il vous conviendra et qu'on pourra le répliquer dans les années à venir. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je vais céder la parole au docteur Borde pour qu'elle puisse aussi conclure cette réunion. Ben, je rajouterai pas grand-chose hein, pour dire merci à toutes les personnes qui ont été attentives pendant cette présentation. Le but de cette présentation était effectivement peut-être dans certains cas de vous apprendre de nouvelles choses, notamment concernant une actualité qui était toute récente. Pour d'autres, c'était peut-être une redite, mais ça permet également de s'interroger sur ces pratiques, d'avoir une réflexion que vous pouvez d'ores et déjà mettre en place et que nous partagerons lorsque nous viendrons vous voir dans vos établissements avec les équipes CEPAM, service médical. Voilà. Je vous remercie à tous et nous vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci. Bonne journée à À tous. Au bientôt. revoir.